Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire le premier bilan lecture de l'année 2018, donc le bilan lecture de la première partie du mois de janvier 2018. Alors, petite remarque avant de commencer, quand je parle d'un livre que j'ai lu en VO, souvent je donne le nom en français, donc le nom traduit en français du livre, ou alors je mets ce nom en français dans la description ou en sous-titre, si jamais j'ai oublié de le dire. Et aussi, si vous voulez des avis plus approfondis sur ces livres, puisque bon là je résume en gros ce que j'ai ressenti en lisant ces livres, mais si vous voulez des avis beaucoup plus étudiés ou plus longs, vous pouvez aller sur mon blog, je fais des chroniques pour la plupart des livres que je lis, excepté parfois des comics ou des livres très courts où j'ai pas grand chose à dire. Voilà, on va commencer donc. Le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, qui a été écrit à l'origine en anglais. Alors en fait c'est... J'allais dire c'est l'histoire d'un prophète, mais c'est pas vraiment une histoire. On suit le prophète qui vivait avec le peuple d'Orphalès et qui va quitter Orphalès pour rejoindre sa ville natale, son pays natal par bateau. Et donc avant de partir, il veut dispenser son enseignement au peuple, il veut lui laisser une part de sa sagesse. Et donc en fait ce livre est un peu fait comme... Enfin, quelqu'un lui pose une question et il répond en fait sur différents sujets. Donc il y a les lois, les maisons, il y a le boire et le manger, les habits, la joie, le bonheur, tout ça. C'était génial. J'avais pas... Enfin, en fait j'avais un a priori avec le titre Le Prophète. Du coup je me disais, est-ce que ça va être trop religieux ou est-ce que ça va être un peu... Je sais pas, j'avais un peu peur et en fait c'est génial. C'est très philosophique, très poétique. Il y a des phrases... J'ai un carnet où normalement je note pas de citations et il est devenu mon carnet de citations depuis que j'ai lu Le Prophète puisque j'ai réécrit tout un tas de citations. C'est très beau et ça donne un peu... C'est un peu un guide à suivre, un guide à garder sur sa table de chevet ou à garder avec soi-même pour le suivre régulièrement, pour se remémorer ce qui a été dit, tout ça. C'est tellement sage, c'est tellement... J'ai adoré. C'est très spirituel aussi, bien sûr. Alors je vais tenter de vous trouver quelque chose. Par exemple, une des phrases très poétiques que j'ai conservées. Les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur. Je trouve ça tellement beau. Il y a tout un tas d'autres... Et que seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant adouci par son propre amour. Voilà, une dernière pour la route. Par exemple. Car ce qui en vous est sans limite a pour demeure le ciel, pour porte la brume des matins, pour fenêtre les champs et les silences de la nuit. Ce livre est tellement beau, je pense que je vais le relire des millions de fois. Rien que pour me remémorer tout ce qui est là-dedans, toutes les leçons là-dedans. C'est magique. Ensuite, j'ai relu Murder on the Orient Express, le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc je voulais aller voir le film au cinéma, du coup je me suis dit, allez, il faut que je le relise avant quand même. Et en fait j'avais peur en fait de relire ce livre parce que comme je l'ai déjà lu, je connais déjà la fin, tout ça, je sais en gros qui est le coupable. Donc je me suis dit ça va être un peu ennuyeux quoi, je vais lire, je vais faire oui je sais que c'est oui je vois oui. Mais en fait non, c'était pas du tout ennuyeux parce que du coup tous les indices j'étais là, ah mais oui mais du coup là c'est parce que ça et là c'était génial. J'avais aussi oublié que j'avais été complètement absorbée par l'ambiance. Parce qu'en fait ici, on suit la pauvre, bien sûr, et voyage dans l'Orient Express. Et l'Orient Express se retrouve coincé par la neige, et donc ils sont enfermés dans le train, sans possibilité de sortir, et sans possibilité pour le train de repartir. Et je ne me souvenais pas que j'avais adoré cette ambiance, ce huis clos dans un train, avec le décor un peu cosy, et en même temps le frisson que nous donne le meurtre. Oh, c'était... J'adorais. En fait, je me souviens que la première fois que j'avais lu ce livre, je m'étais dit, un jour il faudrait que je fasse un voyage en train, mais dans un train genre l'Orient Express ou un truc comme ça. Enfin bon, le prix du billet de train. Voilà. Donc, j'ai adoré. Ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est retrouver, comme je vous disais, les détails. En fait, je me souvenais pas du tout des détails. Je me souvenais de la fin, je me disais, bah oui, c'est vrai, c'est lui le coupable. Mais je me souvenais pas des détails de comment c'était fait, parce que c'est très ingénieux et très complexe. Parce qu'au déblu, enfin, la première fois que j'avais lu, j'étais là, je ne comprends rien, c'est un crime impossible, je veux dire. Et justement, Agatha Christie a ce talent de nous faire lire des crimes impossibles, en fait. Du coup, on est là, on lit, on fait... Mais c'est impossible, ça n'existe pas. Et j'ai adoré aussi son ironie, le fait qu'elle se moque des romans policiers, justement, où il y a un des personnages qui dit « Ah, c'est drôle, hein, on se croirait dans un roman policier tellement c'est impossible !» Bravo. J'ai aussi adoré le personnage d'Hercule Poirot, que je trouve très intelligent, aussi intelligent que son auteur, on va dire. Et... j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit un personnage que les autres ne prennent absolument pas au sérieux, alors que c'est le plus intelligent d'entre eux. C'est-à-dire qu'il est tellement intelligent qu'il est capable de s'asseoir, de réfléchir, de tout remettre en ordre dans sa tête et de faire « j'ai tout compris ». Et nous on est là.
Ben, t'es le seul, hein. Explique-nous. Donc voilà, génial. Ensuite, j'ai lu The Haunting of Hill House de Charlie Jackson. Donc je n'ai pas lu tout ça, hein, j'ai juste lu un des romans qu'il y avait dedans. Donc ça a été traduit en français par La Maison Hantée, ou Hantise, ou Maison Hantée. Pourquoi pas faire un titre, les gars, c'est plus simple. Alors c'est l'histoire d'Eleanor Vance qui va être contactée par le docteur Montaigu pour venir passer quelques temps dans Hill House, donc une maison qui est réputée hantée. Et en fait le docteur veut comment dire, prendre des notes sur ce qu'il voit, sur ce qu'il perçoit, sur ce qu'il entend, sur ce qui se passe dans la maison, mais il veut pas être seul en fait dans cette maison parce que bon, Hill House quand même est assez terrifiante. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai ajouté dans mon corpus de mémoire. Ce livre. Déjà, rien que le début du roman, on a quand même une phrase qui fait tellement gothique que je me suis dit, mais ce livre est fait pour moi. Alors, on a le... Non, c'est pas dans le début. Non, bon, je vais pouvoir le retrouver puisque ce n'est pas dans le début. Mais en gros, on a une phrase qui dit le visage... Enfin, qui commence par le visage de la maison. Et là, je me suis dit, le visage de la maison, maison personnage. Ouh. Voilà, donc évidemment... Voilà. C'était formidable. J'ai adoré le gothique donc, de ce livre. J'ai adoré aussi l'horreur, mais en fait... On est horrifié surtout parce qu'en fait on se retrouve dans une maison où normalement la maison c'est un refuge, c'est un foyer où on se sent bien, tout ça, où on vit avec sa famille, tout ça. Et là la maison n'est pas du tout un refuge, pas du tout un foyer. Même la chambre devient une espèce de prison ou une espèce d'endroit où on sait qu'il va se passer des choses très bizarres. Donc l'horreur ne réside pas non plus dans les effusions de sang ou dans les apparitions de fantômes, tout ça. En fait c'est pas vraiment une histoire de fantômes. C'est la maison qui agit, c'est-à-dire la maison a une volonté et c'est la maison qui crée ces situations étranges, tout ça. Bon, après, il y a des hypothèses, ce serait pas la maison, mais je vais pas vous en parler maintenant, sinon on va durer 3 heures sur ce tout petit livre. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire, et notamment le personnage principal, Eleanor Vance, puisque je me suis parfois beaucoup identifiée à elle. J'ai aussi adoré sa vision assez poétique et féerique du monde. Par exemple, elle passe devant un portail, derrière il y a des lauriers, et elle imagine qu'en fait, c'est une forêt enchantée, et que si jamais elle pénètre, le sort sera brisée, elle deviendra princesse du pays féerique. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai aimé, présente, la frontière très très mince qu'il y a entre réalité et apparence. C'était génial. Génial. À chaque fois, j'étais derrière Eleanor en essayant de comprendre ce qui se passait, en essayant aussi de lui ouvrir les yeux, et c'était parfait. Bon, bien sûr, le lecteur est complètement impuissant, du coup, c'est assez terrifiant aussi. Et c'est assez triste, parce que du coup, on se dit, mais je peux rien faire. J'ai adoré l'atmosphère de la maison, qui était du coup très sombre, très gothique, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi très dérangeant, parce qu'en fait, par exemple, la maison, si elle est aussi horrifiante, aussi terrifiante, c'est parce qu'en fait, quand on se retrouve dans une pièce, on se rend compte que la pièce n'est pas tout à fait correcte, géométriquement parlant. C'est-à-dire que les murs ne sont pas tout à fait droits, le plafond non plus, les notions de perspective ne sont pas... Enfin, c'était génial. C'était génial. J'ai aussi adoré le procédé d'écriture employé ici par l'auteur. Donc, par exemple, on se retrouve beaucoup, enfin très souvent, dans la tête d'Eleanor, du coup, on voit l'histoire par... Tout va bien. On voit l'histoire à travers ses yeux, et du coup, on se dit, oui, mais... est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Encore une fois. Le personnage en qui le lecteur ne peut pas avoir confiance, du coup il est obligé de reformer lui-même l'histoire dans sa tête. Génial. Et la fin. En fait, en ce début d'année, j'ai lu énormément de livres qui sont magnifiques et que j'ai adorés. Bah, d'ailleurs là, tous sont des coups de cœur. Mais alors, d'une tristesse, la fin m'a explosé le cœur. Je me suis dit, quoi, mais non, c'est pas possible. C'était horrible. C'était horrible. Mais c'est un des meilleurs livres gothiques que j'ai jamais lu de ma vie. C'est génial. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le seul livre que j'ai acheté ce mois-ci. Parce que je voudrais lire le recueil de nouvelles La Loterie et Autre Histoire, et aussi We Have Always Lived in the Castle, qui est traduit par Nous avons toujours vécu au château. Voilà, et d'autres histoires, mais apparemment elles sont plus comiques, tout ça. Génial. Si vous aimez le gothique ou ou l'atmosphère noire ou tout ça, lisez ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire une petite pause, puisque bon, là, c'était éprouvant, on va dire. Du coup, j'ai lu Justice League Legend de... Comme d'habitude, je ne suis pas du tout préparée avec les comics. Alors, de John Ostrander, Len Wein pour le scénario, John Byrne, je ne sais pas, au dessin. Et donc c'est assez... un comics assez... comment dire, vieux, si je peux dire. Et en fait, en fait, je me suis dit que cette année, j'allais essayer de finir ma collection de comics, parce que je les ai accumulés et je les ai toujours pas lus. Mais en fait, j'ai pas envie de lire des comics
juste pour lire des comics. Parce que par exemple ici, je me suis dit, c'est encore une histoire de super-héros et c'est toujours la même chose. Toujours. Les seuls comics qui ont varié pour moi l'année dernière, qui étaient originaux, c'était Red Son de Frank Miller, il me semble. Et La splendeur du pingouin de quelque chose 8. Je vous mettrai les mentions en description. Mais ici, c'était encore une histoire de super-héros banale, entre guillemets, avec un super méchant qui veut absolument détruire les super-héros et qui veut prouver que les super-héros ne servent à rien. Et des super-héros qui, évidemment, se remettent et survivent et détruisent les plans du super méchant. Voilà. Du coup, j'étais un peu déçue. Du coup, je me dis que je vais peut-être en fait lire beaucoup moins de comics ou alors lire ceux qui m'intéressent vraiment. Mais voilà, du coup, un peu dégoûtée. Ça va, ça m'a détendue entre juste après La Maison Hantée. Ça va. Et puis, il le fallait, puisqu'après, j'ai lu Mrs. de Winter de Susan Hill, donc La Malédiction de Manderley. C'est une suite à Rebecca de Daphné du Maurier. Et j'avais vu beaucoup de commentaires négatifs du genre oui c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte, Susan Hill elle a repris Rebecca mais elle a fait n'importe quoi avec, c'était nul, c'était mal écrit, on n'a pas du tout retrouvé l'ambiance de Rebecca, bref. Et en fait je n'ai pas du tout compris parce que je n'ai pas du tout pensé la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé qu'elle avait très bien continué le roman de Daphné du Maurier, Rebecca. J'ai trouvé qu'elle avait bien repris le style, j'ai trouvé qu'elle avait bien représenté on va dire la narratrice puisqu'elle elle m'agace toujours autant donc j'ai envie de dire bravo. Elle a aussi repris une figure gothique qu'avait pris Daphné du Maurier, notamment, en fait la figure gothique c'est Maxime de Winter, mais je ne vais pas vous dire en quoi c'est une figure gothique, sinon c'est un spoil. Elle a aussi repris la maison, la maison. Il y a des passages dans une maison où c'est à la fois cosy et à la fois un peu terrifiant, voilà. Elle a repris pas mal de choses, je trouve. Elle a bien recréé l'atmosphère du roman. Elle a bien aussi repris... elle a bien été cohérente avec la fin de Rebecca. Puisque... bon, je veux pas vous... je veux pas vous spoiler, mais en même temps, si je vous parle de Mrs. Winter, je vais forcément vous spoiler. Donc peut-être, ne regardez pas si vous voulez lire Rebecca. Elle a bien repris la fin où, en fait, la narratrice et son mari partent en exil, entre guillemets, dans différents hôtels, tout ça. Et en fait, c'est bien représenté ici. Et ils reviennent en Angleterre. Et bien sûr, il faut un événement important pour les faire revenir. D'ailleurs, merci pour l'événement important. Hein. On aurait pu s'en passer. Et donc voilà, donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. J'ai aussi aimé l'alternance, comme je vous ai dit, entre cosy. Et en fait, c'est une alternance entre... comment dire, un peu le côté cosy et aussi le potentiel cosy. C'est-à-dire, en fait, c'est surtout dans l'imagination de la narratrice, puisqu'elle s'imagine beaucoup son futur, tout ça. Et dans sa tête, bien sûr, elle est heureuse. Et l'alternance avec l'oppression, l'atmosphère assez sombre, le fait qu'en fait absolument rien ne se passe comme elle voudrait que ça se passe. J'ai évidemment aimé que ce soit hyper gothique, bien sûr. Et la fin. En fait, tout le long du livre, je me suis dit, je ne supporte pas Maxime de Winter. Je le déteste. La narratrice me saoule parce qu'elle ne réagit pas. Et là, à la fin, il se passe un truc. Et là, je me suis dit, comment j'ai pu ne pas voir ça venir? Et je ne sais pas pourquoi, puisque étant donné que je n'aime pas vraiment les personnages, je ne sais pas pourquoi, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit non mais ça peut pas se finir comme ça. Et si. C'était génial. C'était hyper triste. C'était affreux. Et en même temps, c'était super. Du coup, après ça, il me fallait un livre un peu plus détente encore une fois. Hein. Donc en fait, j'alterne. Je fais lecture intense qui me fait pleurer et lecture détente où je me calme. Et donc j'ai lu Charlotte Collins de Jennifer Beckton, qui m'a été prêtée par ma cousine il y a à peu près 3 ans. Donc il était temps que je le lise, n'est-ce pas? Alors en fait on suit Charlotte Collins, qui était un personnage secondaire dans Orgueil et Préjugés. Et en fait dans Orgueil et Préjugés, elle avait décidé de se marier par raison, entre guillemets, enfin surtout par intérêt, au révérend Collins, un des personnages que j'aime le moins dans Orgueil et Préjugés. Et du coup, Jennifer Beckton s'est dit que Charlotte Collins méritait une autre histoire que juste son mariage avec le révérend Collins. Et je trouve qu'elle avait raison. Parce qu'en fait ici on découvre tout le potentiel du personnage et on découvre aussi le personnage d'une autre façon. Aussi, elle reprend le personnage, il évolue. Et donc, j'ai aimé voir cette évolution, tout ça. J'ai aimé le personnage de Charlotte, que je n'aimais pas forcément dans Orgueil et Préjugés. J'ai aussi aimé le personnage de Mr. Basford, qui se fout complètement des conventions. Et ça fait du bien, puisqu'on se trouve ici à l'époque victorienne. Donc, bien sûr, les femmes doivent faire ceci et pas cela, les hommes doivent faire ceci et pas cela, il faut pas être comme ceci et comme cela. Et du coup, lui, il s'en fout complètement. Donc, c'est un peu rafraîchissant. J'ai aussi aimé l'ambiance, puisqu'on se trouve à l'époque victorienne et on se retrouve aussi un peu dans l'ambiance des romans de Jane Austen, avec les bals, les réceptions, tout ça. J'aime ça. J'ai aussi aimé la réflexion sur les femmes, puisque Charlotte Collins se retrouve... en fait, au début du roman, on apprend que son mari est mort. Et donc, elle se retrouve veuve. Et on la découvre en train de vivre une vie indépendante, puisque la pension
Lady Catherine, je crois. Enfin, c'est pas vraiment une pension en fait, c'est surtout que son mari lui a laissé une pension au cas où il mourait. Du coup, elle est indépendante financièrement, ce qui lui permet de vivre seule, de ne pas se remarier et d'être libre. Oui, dis donc, j'aime ce genre de représentation de la femme. On voit aussi d'autres types de femmes, du genre les femmes qui sont veuves mais qui n'ont pas les moyens de vivre comme Charlotte, les femmes qui sont encore mariées, celles qui cherchent un mari, si elles le cherchent par amour ou par intérêt. Voilà, donc, parce que bien sûr il faut penser pour une femme à sa vie par la suite, c'est-à-dire la situation financière de son mari, pour qu'elle puisse vivre correctement. Super. J'ai aimé les réflexions sur l'amour, tout ça, c'était intéressant. Et surtout, bien sûr, ce livre a ses défauts, bien sûr, puisque j'ai envie de dire c'est une romance et je n'aime pas la romance habituellement, pas du tout même. Je lis tellement rarement ce genre de livres que je pense que je peux les compter sur le doigt de la main. C'est-à-dire les romances que romances, hein, qui est absolument rien d'autre. Ce n'est qu'une romance pour moi. Voilà. Et en fait, bien sûr c'est une intrigue typique, tout est prévisible, tout, du début à la fin, je savais tout ce qui allait se passer. Mais justement, c'est ça qui est bien avec ce genre de livre, quand on en a besoin. Ce livre est satisfaisant, la fin est satisfaisante, il n'y a pas de risque pris. C'est-à-dire que je me dis pas en lisant ce livre, oh mon dieu mais ça tombe, ça va me briser le cœur. Il n'y a pas un moment où je me dis ça. Et c'est ça qui fait la valeur de ce genre de livre quand on lit des livres hyper tristes. Donc, merci Charlotte Collins, merci Jennifer Beckton et merci ma cousine parce que ça m'a permis de me remettre un peu de mes émotions. Et enfin, pour ce début de mois de janvier, j'ai lu Poor Things, Pauvre créature, d'Alice de Grey, qui est une réécriture de Frankenstein. Alors, comment parler de ce livre? Déjà, j'ai eu du mal à entrer dans le livre, parce que c'est un format assez étrange. En fait, l'auteur Alice de Grey nous fait croire que ce livre est un journal. C'est un journal. Une autobiographie écrite par Archibald MacCandless. Et donc il nous fait croire que ce n'est pas une fiction en fait. Et donc on a une introduction écrite par Alice de Grey, puis on passe au journal, à l'autobiographie d'Archibald, et on arrive à la fin avec une lettre de sa femme, qui d'ailleurs un morceau est reproduit dans l'introduction d'Alice de Grey, et on se retrouve avec des notes critiques et un appareil critique et historique rédigé par Alice de Grey. J'ai beaucoup aimé ce format, mais j'ai eu du mal à entrer dans l'autobiographie en fait. Parce que déjà les deux personnages qui nous sont présentés au début, les deux personnages masculins, Godwin Baxter et Archibald MacCandless, ne sont pas vraiment des personnages que j'ai appréciés au début. Donc je suis entrée, j'ai fait ok, ça va être compliqué. Je me suis demandé si j'allais pas arrêter la lecture, et en fait là apparaît le personnage de Bella Baxter. J'ai adoré ce personnage. Adoré. C'est un personnage libre, c'est un personnage qui est enfant adulte, donc elle peut se permettre des choses. En fait, elle n'a pas eu l'éducation qui l'aurait enfermée dans les conventions de la société à l'époque. Ce qui est génial. Puisque je pense que ça se passe dans les années 1800 et quelques, du coup, un peu dans la même veine que Jane Austen, donc l'époque victorienne où il faut suivre les rangs, tout ça. J'ai adoré ce personnage. Ce livre, en fait, très féministe, puisqu'il parle de la place de la femme, de la condition de la femme. J'ai adoré la réaction de Bella Baxter devant l'injustice du monde, devant la société, tout ça. J'ai adoré sa tentative de réaction, et malheureusement, j'ai trouvé ce livre tellement triste, parce qu'en fait, même si elle réagit, il ne se passe rien. Voilà. Bon, ce n'est pas l'intrigue principale du livre, puisque l'intrigue principale c'est la réécriture de Frankenstein. J'ai aussi... alors, il y a des personnages tellement énervants, du genre Henry Astley et le général Aubrey Blissington. Alors eux, si j'avais pu entrer dans le livre et les tuer moi-même, je l'aurais fait. J'ai beaucoup aimé les réflexions sur la science, les réflexions sur l'amour aussi, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce livre en fait nous présente même trois versions de l'histoire. C'est-à-dire qu'Alice de Grey veut nous faire croire que l'histoire est vraie, alors qu'une autre personne, entre guillemets, qui a trouvé le manuscrit veut lui faire comprendre que c'est faux, que c'est une fiction, que ce n'est jamais arrivé. Archibald MacCandless nous donne une autre version de l'histoire, et Bella Baxter, à la fin, nous donne sa version de l'histoire, ce qui fait qu'on a trois versions, et qu'en gros, le lecteur choisit celle qu'il veut. Et voilà, c'est difficile pour moi en fait de mettre des mots sur ce livre, parce que je l'ai fini qu'hier et que c'était un gros choc, on va dire. À peu près comme Mrs. de Winter et La Maison Hantée. Voilà. Donc je vais bientôt faire une chronique qui n'est pas encore en ligne, donc je vais la faire aujourd'hui ou demain, quand j'aurai l'esprit clair, on va dire. Et voilà. Mais c'était vraiment, vraiment très très bien. Et j'ai aimé aussi le fait qu'en fait,
En fait, je crois que le livre, oui, le livre, présente des illustrations issues de Grey's Anatomy. Pas la série, hein. Bon, je vais pas vous montrer ça parce que là, ce serait jugé indécent. Bien sûr, au moment où je vous dis ça, je ne trouve plus aucune illustration. Voilà. On a des portraits. Et on a des scènes scientifiques. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien, très intense. Et un peu comme les autres. Ça brise le cœur. Voilà, donc c'est tout pour la première partie du mois de janvier. Maintenant, je vais me reposer l'esprit avec Maliki. Là, le tome 2, Une rose à la mer. Parce que j'ai besoin de joie dans ma vie là. Parce que ça, c'était mon Dieu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, dites-moi ce que vous avez lu pendant la première partie du mois de janvier. Quelle est votre lecture préférée pour l'instant? Si vous avez eu un bon début de mois ou si ce mois est plutôt pas top. Et dites-moi ce que vous prévoyez de lire par la suite. A bientôt. Bye.